Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Débrief qui portera sur la rencontre entre la France et l'Irak. Ça a été un match plutôt géré de la part de la France, mais ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Au final, ce qu'on retient le plus, c'est que la France est qualifiée, car comme je l'ai dit, ce match, il a été géré, il n'y a pas eu beaucoup de suspense, il y a eu des performances individuelles de la part de certains joueurs des Bleus, donc le côté individuel, on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, on va se concentrer sur l'aspect collectif. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à retenir au final de ce match, parce que l'adversité irakienne n'a pas été très élevée. Euh, les Bleus n'ont pas été bousculés. En première mi-temps, dès la 13e minute, la France marque, et donc forcément ça conditionne totalement le match. Et on savait qu'à partir du moment où les Bleus marquaient, le match était pratiquement déjà fini en fait. Et là, c'est arrivé dès la 13e minute. On voit que Mbappé, là, il est en mission, hein, clairement. Il a envoyé un boulet de canon pied gauche. C'est rare de le voir marquer de son mauvais pied. C'est ce qu'il a fait, en plus en dehors de la surface. Peut-être que le gardien pouvait faire mieux. Je pense qu'il pouvait faire mieux parce que la frappe d'Mbappé n'était pas non plus parfaite. Mais Kylian, il en profite et il marque son petit but. Et donc là, tout de suite, ça met l'Irak dans une mauvaise posture parce que je pense que leur plan de jeu, c'était de retarder le but français le plus tard possible et peut-être espérer un ou deux contres, voilà, de surprendre les Bleus. Au final, les Irakiens n'ont pas réussi à réellement se créer d'occasion, je trouve. Ça a été très dur dans le jeu. Euh, les Bleus ont eu la majorité du temps le ballon. Ça a été très dur de construire pour les Irakiens. Il y a eu pas mal de tentatives de long ballon vers leurs attaquants pour sauter les lignes parce que je pense que les Irakiens ont très vite compris que ça allait être dur de construire durant ce match. Et au final, cette première mi-temps, elle passe assez vite, je trouve. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a eu le premier but français et après les Bleus n'ont pas forcément poussé encore plus, je trouve. Et comme je l'ai dit, les Irakiens, ça a été assez dur. Donc au final, on s'est retrouvé dans une première mi-temps où après le premier but français, il s'est pas passé grand-chose. Et forcément, après, il y a eu la pause fraîcheur prolongée, on va dire, à cause de la météo. Il y a eu une pause de je sais plus combien, de 2 heures ou de plus de 2 heures. Je me souviens plus, le match il a repris à 2 heures, à 2 heures du matin. Donc ouais, là, fallait être vaillant pour regarder le match du début à la fin. Honnêtement, moi ça m'embêtait un peu parce que du coup, fallait être en double écran sur le France-Irak et le Norvège-Sénégal. Donc ouais, un peu gênant, mais bon, on fait avec, hein. On va pas on va pas râler pour avoir deux matchs de Coupe du Monde en même temps. Mais donc ouais, peut-être que forcément ça a dû jouer sur la deuxième mi-temps. C'est toujours compliqué de reprendre un match après une si longue période d'attente. Évidemment, bon, je pense pas qu'ils sont restés dans le vestiaire à rien faire, hein, et ils ont essayé de rester chauds en faisant des petits échauffements. Mais donc, pour en revenir au match, la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a vu beaucoup plus d'intention de la part des Français. On a vu que les Bleus voulaient mettre le deuxième but. Je pense que Didier Deschamps a fait des rappels aussi pendant la mi-temps pour dire que, bah, certes, la France a marqué, mais qu'il faut terminer le match le plus vite possible pour ne pas se faire surprendre. Et donc ensuite arrive le deuxième but d'Mbappé sur une erreur un peu bête, hein, on va pas se mentir, des Irakiens.
qui sur un 6 mètres, le défenseur central irakien fait la passe à son gardien, mais le gardien ne regarde pas du tout le ballon, ne regarde pas son coéquipier, et donc il a un retard sur son contrôle qu'il loupe. Ensuite, Dembélé en profite pour le reprendre, et ensuite, au lieu de tirer comme beaucoup de joueurs auraient fait, il a fait la passe à Mbappé qui était mieux placé que lui, ce qui a permis à Mbappé ensuite de pousser le ballon dans les filets et de mettre son doublé. Ça fait 4 buts pour lui dans cette Coupe du Monde en 2 matchs. Il est juste derrière Messi qui a 5 buts. Franchement, c'est quand même très fort de la part d'Mbappé. 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde, personne n'a jamais fait ça. On sait que c'est sa compétition. Euh, Franchement, c'est très rare quand même que un joueur soit aussi fort en Coupe du Monde et au final en club, euh, il n'arrive pas à répondre aux attentes, je dirais, même si évidemment il fait toujours ses stats et ça reste un joueur qui est toujours au-dessus de la majorité des autres joueurs qu'il affronte. Mais on sent quand même que c'est un autre joueur en Coupe du Monde. On le voit parler, bon en même temps il est capitaine, donc je pense que ça l'amène à parler davantage. Donc ouais, il parle à ses coéquipiers, il donne des consignes, il n'hésite pas à revenir en défense. Cette saison et même la saison dernière au Real, on l'a pas vu faire ce genre de choses. Je me souviens notamment d'une récupération qu'il a faite alors que Lucas Digne avait perdu le ballon. C'est lui qui est revenu sur le joueur irakien pour récupérer le ballon. Ensuite, ensuite, il a redemandé le ballon pour pouvoir attaquer sur le côté gauche. Voilà, on sent qu'il a investi, on sent qu'il a envie de bien faire, qu'il a envie de porter cette équipe de France. On sent que c'est un leader, vraiment. C'est, je le trouve vraiment différent du Real. Bon, après, le Real, c'est un cas assez différent de l'équipe de France, hein. Il s'est passé pas mal de choses à Madrid cette saison. Mais ouais, là, on le sent vraiment en mission. Ensuite, on peut parler quand même de Dembélé, qui a peut-être fait un de ses meilleurs matchs en Coupe du Monde. Il a marqué son premier but dans cette compétition. Je pensais qu'il avait quand même marqué à la Coupe du Monde 2022, que ce soit en phase de groupe. Je vous avoue que je me souvenais plus trop des buts français en 2022. Mais ouais, je pensais qu'il avait marqué en phase de groupe, il l'a pas fait. C'est sur cette Coupe du Monde 2026 qu'il marque son premier but en Coupe du Monde. Donc ouais, je pense qu'il est forcément content, que ça va peut-être le débloquer mentalement sur les prochaines rencontres. Et bon, son but n'est pas exceptionnel, hein, il a fait ce qu'il fallait. Euh, bon là, cette action, elle part et c'est Michael Olise qui fait toute la différence de par cette passe qui casse la ligne du milieu et qui surprend totalement la ligne défensive irakienne. Ensuite, Dembélé, il a juste à contrôler et puis enchaîner sur une frappe qu'il a très bien réalisée. Il a croisé, c'est très dur pour le gardien de l'arrêter. Le troisième but arrive à la 66e et là, bon, le match il est complètement plié. Déjà au deuxième but de Kylian Mbappé, on savait que c'était quasiment plié. Il y avait très peu de chances que l'Irak revienne. Elle n'arrivait pas à se créer d'occasion franche. La France menait totalement dans le jeu, donc voilà. Ensuite, après le troisième but, ça a été un long fleuve tranquille pour la France, qui a quand même baissé le rythme, euh, qui n'a pas forcément cherché à mettre un quatrième but. Et ensuite, sont très vite arrivés les changements où tous les attaquants français, hein, les quatre, je crois, qui ont été remplacés. J'ai oublié de parler de Barcola sur ce match qui a été préféré à Doué qui avait débuté contre le Sénégal. Est-ce qu'il a gagné des points sur ce match? Je sais pas, je trouve pas forcément. Pour moi, son match est équivalent à celui de Doué
contre le Sénégal. Moi, si j'étais Deschamps, je mettrais Doué. Je le trouve beaucoup plus fin techniquement, beaucoup plus utile dans les petits espaces, beaucoup plus utile contre des équipes qui jouent en bloc bas. Et on sait que la majorité des équipes qu'affronte l'équipe de France jouent en bloc bas. Donc je le trouve beaucoup plus pertinent, Désiré Doué. On sait que Barcola, c'est quand même un joueur qui est davantage utile dans les grands espaces, dans la profondeur, et c'est pas forcément euh, ce que la France affronte en termes de système. Donc ouais, je pencherais plutôt sur Désiré Doué. Après, il a pas fait un mauvais match non plus, Barcola, mais au final, je retiens pas grand-chose de sa performance. Il a eu une occasion, il aurait pu marquer, je trouve. Il a décidé de faire la passe en retrait pour Mbappé. Je trouve qu'il aurait pu tirer pied gauche. Bon, après, il a décidé de régaler ses coéquipiers. Mais ouais, à voir ce que fera Deschamps sur la phase finale. Là, je pense sur le troisième match, Deschamps peut faire deux trois changements, même si contre la Norvège, faut pas non plus faire totalement tourner parce que si la France perd, elle se retrouvera deuxième du groupe. Donc je pense quand même qu'il faut mettre un certain nombre de titulaires et puis peut-être faire reposer deux trois joueurs qui sont un peu fatigués de ces deux premiers matchs. Mais donc voilà. Une bonne partie de la part des quatre offensifs, hein, Michael Olise qui fait encore une passe décisive sur ce match. Maintenant, je pense qu'on a compris que la France et Deschamps surtout a décidé de jouer avec Olise en milieu offensif et Dembélé sur le côté droit. Je pense que maintenant ça c'est fait, il n'y a plus de discussion possible. On voit quand même que Olise a beaucoup plus de lecture, enfin il a une meilleure lecture de jeu. Il a plus de vista que Dembélé en milieu offensif. Après, je pense que quelque part on pouvait un peu s'en douter que ce poste-là ne conviendrait pas forcément à Dembélé parce que au PSG il joue en numéro 9. Et le numéro 9, même s'il redescend beaucoup pour participer au jeu, on sait que le milieu offensif, c'est un poste qui est complètement différent au final que le poste de faux numéro 9 un peu que Dembélé occupe au Paris Saint-Germain. Voilà, là, en milieu offensif, faut beaucoup plus s'organiser, faut voir des passes, faut essayer de casser des lignes, faut essayer de faire la différence. Et Dembélé, il fait ça au PSG, mais c'est quand même différent. C'est quand même différent parce que c'est en faux numéro 9. Et là, il y a quand même beaucoup moins d'importance, je dirais. C'est pas ultra important que Dembélé organise le jeu, hein, parce que derrière, il y a Vitinha, il y a Joao Neves, il y a Fabian Ruiz qui peuvent occuper ce rôle, pardon. Et donc, voilà, je pense que maintenant tout le monde a compris que Dembélé sera sur le côté droit. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous avez tenu jusqu'au bout de la nuit et regardé tout le match, n'hésitez pas à mettre un petit partage aussi. Et voilà, bon, on se retrouve pour un nouveau débrief. Salut tout le monde.